Lost Highway, donc la trilogie de Los Angeles, c'est le premier film de cette trilogie. Le dernier, c'est Empire, Aslan Empire, bien entendu, et celui entre les deux, Mulholland Drive. 3 films absolument essentiels pour tous les grands fans de Lynch. Et c'est vrai que... Alors déjà, moi, je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas là pour vous spoiler, mais c'est vrai que la grande tentation devant un film de Lynch, la grande tentation des fans, la grande tentation des chercheurs, la grande tentation des critiques de cinéma, c'est de reconstruire ce qu'il a déconstruit. C'est de se dire, ça vient dans le désordre, on va le reconstruire. Et c'est vrai que si vous regardez sur le net, il y a une littérature absolument faramineuse et parfois extrêmement ingénieuse sur Lost Highway, également sur toute l'œuvre, mais particulièrement sur Lost Highway, avec l'idée de donner une causalité, de donner un sens, de remettre les choses dans l'ordre, de mettre dans l'ordre dans ce qui peut apparaître comme un chaos. Et parfois c'est extrêmement ingénieux, hein. On a un peu l'impression, je pense à James Ellroy qui écrit Le Dahlia Noir et qui, lorsqu'on l'a lu, on se dit il a résolu l'enquête en fait. C'est pas possible, c'est tellement bien écrit qu'il a résolu l'enquête. Et donc certaines versions de ce qu'on entend sur Lost Highway, on se dit mais oui, évidemment, tout était là. C'est ce que Bergson appelle l'illusion rétroactive du vrai, c'est-à-dire une histoire qu'on est parfaitement possible de raconter uniquement après. Moi, je pense qu'on peut agir comme ça, c'est intéressant. J'imagine que parmi vous, il y en a qui le font. Je pense que Lynch, d'une certaine façon, aime le côté ludique de son œuvre et aime que les spectateurs se confrontent à ça. Et je pense qu'il y a quelque chose à trouver là-dedans, effectivement. Mais je pense que si on se contente de ça, on passe à côté de l'essentiel de l'œuvre de Lynch et du film Lost Highway. Je pense qu'au contraire, il y a quelque chose d'assez important dans ce film qui consiste à ne pas aller jusqu'au sens. D'abord, lorsque Lynch veut que le sens et l'émotion coïncident, il le fait. C'est pas très difficile. Il fait Elephant Man, il fait Une histoire vraie, et ce sont 2 films où le sens et l'émotion coïncident. Et d'ailleurs, on peut dire parfaitement que Lynch est un humaniste, qu'il a une pensée humaniste, et même qu'il y a une morale, un sens du bien et du mal relativement clair dans ces 2 films. On le voit, mais on peut le voir dans l'intégralité de son œuvre. Tout n'est pas aussi mélangé que ça. En tout cas, il est capable de le faire. Mais je pense surtout que ce qui intéresse Lynch, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est ce qu'on appelle un travail sur la pulsion scopique. Et la pulsion scopique, c'est-à-dire la pulsion scopique en psychanalyse, ça recouvre énormément de choses, mais ça recouvre par exemple l'idée qu'on veut absolument voir quelque chose, même si on est effrayé, on ne peut pas s'empêcher de voir, on ne peut pas s'empêcher de regarder. Il y a quelque chose, il y a une des bordures de la pulsion scopique, c'est le voyeur, bien entendu. Et puis il y a voir pour ne plus voir. Quand vous avez absolument envie de voir un film, vous dites ça y est, je l'ai vu, j'ai plus besoin de le voir. Voilà. Et c'est aussi pour l'avoir d'ailleurs, le film, c'est-à-dire le posséder. Voilà. Il y a quelque chose qui fait que dans la pulsion scopique, le regard ne s'arrête pas. Le regard veut nécessairement comprendre. On ne s'arrête pas à l'image. Le regard continue vers la causalité, vers le sens, nécessairement. Il n'y a pas forcément ça avec la musique, il n'y a pas forcément ça avec le son, mais il y a nécessairement ça avec l'image. C'est une habitude de l'intelligence humaine, incontestablement, qui fait que l'image seule peut être terriblement dérangeante. Il faut lui donner un sens, il faut aller jusqu'à la causalité. Et moi, je pense que ce qui intéresse Lynch dans ce film, et dans sa trilogie, et dans toute son œuvre, enfin dans une grande partie de son œuvre, c'est au contraire d'arrêter le regard. C'est le sens des rideaux qu'on retrouve dans toute son œuvre. Il y a des obstacles. Et son idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut essayer d'arrêter le regard avant le sens, avant la causalité, et de rester comme sur un regard qui serait un regard écoute, un regard oreille, l'oreille, le Blue Velvet. Déjà, ça change tout à fait le sens dans lequel on se trouve à ce moment-là. Hein. Et on va parler de musique, c'est-à-dire que vous savez qu'il est musicien, bien entendu, et dans l'œuvre de Lynch, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de voyez mes films comme vous écoutez un disque ou lorsque vous écoutez une œuvre dans sa totalité, et sans vous demander quelle est la causalité d'une note par rapport à l'autre. Si vous le regardez comme ça, d'autres rapports vont nécessairement apparaître, à mon avis. Lynch, donc, est
un musicien, un cinéaste, mais aussi un peintre, un plasticien, un architecte. Enfin, c'est grosso modo, on disait Rimbaud le poète, on pourrait dire Lynch l'artiste avec un A majuscule. Or, quel est le but de l'art si nos sens et notre conscience entraient directement en communication avec le réel? Je pense bien que nous n'aurions pas besoin d'artistes, ou plutôt que nous serions tous artistes. S'il y a des artistes, c'est bien parce qu'ils voient en la nature et en l'esprit des choses que nous, communs des mortels, nous ne voyons pas. Et Lynch est de cela. Ce que je viens de vous raconter, c'est un essai radio, le seul essai radio et le seul témoignage auditif que nous avons de la voix d'Henri Bergson, grand philosophe contemporain du cinéma, et dont Gilles Deleuze se sert pour monter l'image-temps et l'image-mouvement. Alors justement, cet artiste qui voit des choses que nous ne voyons pas, pour vivre, il faut se mettre des œillères, il faut avancer au quotidien, et pour ça, on ne peut pas voir la totalité de la réalité. L'artiste, lui, peut se permettre d'être en contact avec l'intégralité du réel. Et grosso modo, qu'est-ce que nous ne voyons pas et que l'artiste voit? Il voit une image directe du temps. Ça, c'est Deleuze qui le dit, mais c'est vrai que c'est assez merveilleux dans le cinéma. C'est-à-dire que pour penser le temps au quotidien, il faut le spatialiser, il faut le mettre sur une échelle, il faut un code temps, il faut un début, un milieu, une fin, il faut le découper, il faut mettre de l'espace dans le temps. Or, dans le cinéma de Lynch, il n'y a pas d'espace dans le temps. Vous avez une prise directe avec le temps. Le temps ne fait pas une ligne, le temps fait un cercle, une boucle. Et c'est cette expérience directe du temps qui vous attend dans Lost Highway. Dans le temps, selon Lynch, toute la virtualité et le réel sont en même temps. Et c'est l'une des grandes émotions aussi dans ce cinéma, c'est que le virtuel, c'est du réel. C'est pas du possible, c'est pas quelque chose qui aurait pu avoir lieu. Ça, c'est très important parce que quand on recompose le film et qu'on veut à tout prix donner du sens, on passe à côté de ça. En réalité, toutes les images ont une virtualité et une réalité, une perte de réalité et de la virtualité. Tout ça absolument en même temps. Alors, ça n'empêche pas, tout ça est avec un dialogue cinématographique extrêmement dense et classique. Je ne sais pas qui était là hier, il y a des gens qui étaient déjà présents pour Rencontre du troisième type. Quelques personnes, c'est bien, ça veut dire que le public en totalité est large, parce que la salle était pleine également hier. Donc hier, je vous ai parlé de la frontière verticale dans le cinéma de Spielberg, de cette idée d'une frontière qui n'est pas seulement à l'horizon, mais qui est verticale. Vous allez voir, la frontière verticale, dans Lost Highway, on la retrouve. Je ne vais pas juste raconter une scène de Lost Highway, je spoil toujours juste une scène, enfin à peine en plus, mais il y a bien une frontière à un moment où un personnage entre guillemets devient un autre personnage entre guillemets. C'est la scène de la prison, et donc on a une frontière, et cette frontière est absolument verticale, absolument comme dans le cinéma de Spielberg. Elle est montée par une succession de champ contre champ, exactement comme dans Les Dents de la Mer, qui petit à petit se décale vers plus de verticalité pour finir avec une totale contre-plongée contre une plongée, plongée contre plongée, plongée contre plongée, se termine au plafond avec une lumière blanche et paf, on franchit la frontière, exactement comme dans le cinéma de Spielberg. Donc avec un très 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 grand classicisme. Simplement, il n'y a plus la causalité, il n'y a plus que la virtualité, et chaque image a le même coefficient de réalité. Pour ça que vous pouvez toujours dire « Ah, cette partie-là, c'est une partie rêvée. Ah, cette partie-là, c'est le réel. » Qu'est-ce qui vous fait dire ça, en fait? Chaque image a le même coefficient de réalité. Moi, je pense qu'il faut au contraire, mettre chaque image sur le même plan et les faire communiquer autrement. Quand vous aurez réussi à le faire sur Lost Highway, vous rentrez chez vous, vous regardez Twin Peaks toute la nuit, et là, ça sera encore la dimension au-dessus. Voilà, demain, c'est Bellocchio, Le Traître, un film assez récent sur la mafia. Si vous avez vu Le Parrain, il faut absolument voir Le Traître pour comprendre ce qu'est la réelle mafia. Et ça, c'est le programme que je vous propose demain. Et si vous voulez rester dans le même thème de l'image-temps, il faudra venir voir Profession Reporter d'Antonioni dans la 3e semaine. L'ensemble du programme est sur Internet. Je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à demain.